Lise Odorico, je suis formatrice sur vocation CRPE depuis maintenant quelques années. Et je suis aussi, comme mes collègues, d'ailleurs, professeur à vocation CRPE. On est quasiment tous jury de concours et on est tous formateurs. C'est-à-dire qu'on a tous l'habitude de former en fait des nouveaux enseignants qui viennent juste d'obtenir le concours ou qui préparent le concours. L'objectif de ce soir, c'était de vous parler plus précisément en fait, des oraux au CRPE, de vous montrer en fait les modalités des oraux et surtout comment bien les réussir et comment est-ce qu'on peut vous aider à tout simplement à les préparer. Alors, c'est bon, en tout cas, je veux être sûre que tout le monde me reçoit bien et que tout le monde assiste à tout. C'est bon? Ok. Alors, vous savez très bien que le concours il est décliné en deux grandes parties. Une partie qui s'appelle l'admissibilité avec des écrits. Et puis ensuite, on vous souhaite à tous d'être bien évidemment admissibles. Et puis vient la phase suivante qui est la phase des oraux. Alors, la phase des oraux, en fait, elle est un petit peu traître parce qu'en fait, vous avez, on va dire, 2 oraux. Vous êtes convoqués, en fait, 2 fois. Mais à l'intérieur de chaque oral, vous avez, en fait, différentes épreuves. Donc, je vais essayer, voilà, je vais vous les présenter. Déjà, les modalités, vous donner des exemples et puis vous montrer, en fait, comment il est important de se préparer, en fait, à ces différentes épreuves. Toutes ces épreuves, elles ont comme point commun, en fait, elles sont pré-professionnelles. C'est-à-dire que vous allez déjà être mis vraiment dans le cœur du métier. On va vous poser des questions presque comme si vous étiez déjà enseignant. On veut voir chez vous les futurs enseignants. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident et que ça demande réellement d'être accompagné sur l'ensemble de ces épreuves, j'allais dire presque plus spécifiquement que les épreuves écrites. Donc, les deux grands oraux se déclinent en deux gros blocs. Il y a un gros bloc, c'est la leçon de français et de mathématiques, qui est une durée de 1 heure. Donc, vous avez 2 heures de préparation et 1 heure d'oral. Et cette épreuve, elle est très, très importante parce qu'elle est déterminante pour le concours puisqu'elle est coefficient 4. Toutes les autres épreuves d'admissibilité, elles sont à coef 1, que ce soit maths, français ou les épreuves d'application. Et là, sur les oraux, là, on bascule sur un coef 4 et puis le deuxième oral, coef 2. Donc, c'est pour vous dire qu'en tout cas, le coefficient des oraux est extrêmement fort. Il est vraiment très déterminant dans la réussite de votre concours. Mais ensuite, en fait, le classement au concours est très important pour choisir vos postes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas être très loin de chez vous, une académie, c'est grand. Donc, ça vous permet ensuite de choisir un département et même à l'intérieur du département, de pouvoir choisir avant les autres et d'être au plus proche de chez vous, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez aussi une épreuve facultative, langue étrangère ou langue régionale. Je vais moins l'évoquer ce soir, mais bien évidemment, vous pouvez être aussi préparé à l'aide de vocation CRPE. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, notamment par rapport à l'épreuve de la leçon, comme je l'indiquais précédemment, coefficient 4. Il s'agit réellement d'une épreuve didactique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve didactique? C'est que tout simplement, on va vous donner en fait un objet d'apprentissage, en maths ou en français. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, un sujet sur la production d'écrits. On vous donne un certain nombre de documents. Et là, la didactique, c'est la manière de transmettre le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas que la maîtrise du savoir, c'est comment on va le transmettre aux élèves. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Quels outils on va leur donner? Quelles consignes? Voilà, donc ça demande, c'est une épreuve qui est très professionnelle, qui, une fois qu'on a été accompagné, qu'on a les enjeux, est tout à fait jouable. Mais effectivement, il faut connaître un petit peu déjà les prémices du métier. Vous avez 2 heures pour vous préparer. Vous avez un certain nombre de documents sur lesquels vous pouvez prendre appui. Généralement, vous êtes aidé. Vous avez quand même aussi des supports qui viennent des programmes qui peuvent vous aider. Mais c'est vrai que 2 heures de préparation, il faut être efficace. Parce qu'on peut y consacrer, voilà, par exemple, 1 heure pour français, 1 heure pour maths, mais du coup, ça demande quand même d'être assez efficace le jour J. Donc, avec vocation, là, dans le cadre des cours, on vous aide, par exemple, à préparer un peu toutes les intros. Comme ça, le jour J, vous n'avez pas pensé à vos introductions. Elles sont déjà quasiment préparées. On vous aide, on vous accompagne justement à la construction de séances. Et puis surtout, on vous donne toute la démarche didactique. C'est-à-dire, quand je vais enseigner de la lecture-compréhension, voilà, en gros, comment est-ce que je dois m'y prendre. Quand je dois
enseigner de la production d'écrit, quelles sont les étapes incontournables par rapport aux élèves. L'épreuve, elle commence par, une fois que vous avez fait vos 2 heures de préparation, vous enchaînez en fait 2 épreuves en une. Vous passez d'abord 30 minutes sur le français et ensuite 30 minutes sur les maths. Alors, dans ces 30 minutes, vous avez 10 à 15 minutes d'exposé, où c'est vous tout seul, vous allez justement présenter les documents, vous allez présenter le domaine d'enseignement, vous allez présenter et puis vous allez surtout présenter en fait vos séances et de manière plutôt argumentée. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis ensuite, vous allez enchaîner sur un temps de questions. Donc, même si, comment dire, et si vous faites une présentation très courte, ben, vous aurez plus de temps de questions. C'est pas différé. Donc voilà, 30 minutes 30 minutes de français, 30 minutes de maths. Donc, c'est 1 heure qui est assez intense. Et puis, on vient vous poser en fait plein de petites questions. C'est-à-dire, quelle modalité de groupement, c'est-à-dire comment est-ce que vous choisissez, est-ce que c'est en classe complète, est-ce que c'est en petit groupe, quelle est la place du maître, quelles consignes précisément vous allez donner, quels supports vont avoir les élèves. C'est très pratico-pratique. Et on vous demande juste pourquoi. D'accord? Donc, c'est une épreuve qui demande d'être capable d'analyser des supports d'élèves, d'analyser des supports didactiques, par exemple des 2 maîtres, et puis du coup d'être capable de faire des propositions à partir de ça, qui à la fois respectent les attendus institutionnels, c'est-à-dire respectent les programmes, et qui en même temps, dans lesquels il y a des enjeux aussi pour les élèves, des enjeux motivationnels pour qu'ils puissent être en réussite. Donc, il faut forcément bien connaître la structure d'une séance. Il faut connaître aussi le lexique spécifique, c'est-à-dire, il y a un moment, par exemple, si je suis en production d'écrit, je dois savoir que je vais faire une phase de planification et être capable d'expliquer ce que c'est que la planification, d'être capable de connaître les différentes phases d'une séance, de les nommer et d'être capable de justifier. On demande vraiment de votre part, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. En didactique, on est très libre. Vous avez d'ailleurs ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Ce que vous devez respecter, c'est la contrainte des programmes, donc évidemment, mais ensuite, vous êtes libre au niveau pédagogique. Donc, c'est pour ça que ça demande une réflexion, une justification, et on puisse voir en fait chez vous la future posture d'enseignant. C'est-à-dire, est-ce que vous allez être un enseignant extrêmement descendant qui, en gros, a le savoir, hop, le transmet, mais il n'y a aucune réflexion de la part de l'élève? Vous pensez bien que ce n'est pas tellement la posture qu'on attend aujourd'hui. Ou bien, tout simplement, vous vous questionnez sur comment faire réfléchir l'élève, comment est-ce que je vais différencier mon enseignement, c'est-à-dire les élèves, ils n'ont pas tous le même niveau, et donc du coup, comment est-ce que je vais faire pour réajuster le contenu par rapport à ça? Est-ce que ce que je propose est adapté à l'âge de l'enfant? Est-ce que l'enfant est amené à construire son savoir? Est-ce qu'il manipule? Est-ce qu'il réfléchit? Voilà, c'est très, très pratico-pratique. Alors, dans l'épreuve de la leçon, dans les attendus, il va falloir du coup bien connaître les sous-domaines. Donc, les grandes thématiques en français, vous allez avoir toutes les productions d'écrit. Puis, on va voir que la production d'écrit, en fait, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a le fait de produire des écrits courts, produire des écrits longs, être capable aussi juste d'écrire en codé, hein, être capable de transcrire du son en lettres. Il y a tout ce qui est lecture. Alors, dans la lecture, il y a la lecture-compréhension, mais il y a aussi l'apprentissage du code. Il y a l'étude de la langue. Ça va être à la fois de l'orthographe lexicale, mais aussi tout ce qui est orthographe grammaticale, la relation que les mots peuvent avoir les uns avec les autres. Le langage oral, qui n'est pas qu'uniquement maternel, hein. Voilà, et tout ce qui est conscience phonologique. Voilà en gros les grands thèmes en didactique du français. Et nous, en fait, on vous accompagne au travers de live, comme je suis avec vous là ce soir, pour vous faire découvrir les démarches didactiques qui ont beaucoup évolué par rapport au temps où nous étions à l'école, où vous étiez à l'école, ça bouge. Donc là aussi, on vient vous donner aussi un peu des apports, des auteurs sur lesquels s'appuyer. Et surtout, on vous donne tout le lexique spécifique attendu dans ces épreuves didactiques. Ce sont des épreuves pour lesquelles c'est très difficile de se préparer seul.
parce que là, on est vraiment, comme je disais précédemment, dans des épreuves pré-professionnelles qui demandent une connaissance de l'élève, une connaissance de la classe, une connaissance didactique. Et nous, en fait, par notre expertise, notre expérience qu'on vous partage, on vous amène en fait un peu par la petite porte, on vous emmène en classe en fait. Dans le cadre de nos lives, on va vous montrer des supports d'élèves, on va vous montrer des affichages construits par l'enseignant, on va vous montrer des exemples de leçons, on vous explique la démarche et pourquoi et sur quoi on s'appuie. Donc, ça, en fait, vous ne trouverez pas d'ouvrage qui vous prépare à ce point-là dans ces épreuves didactiques de français. Alors, vous pouvez trouver des ouvrages qui vous donnent les différentes phases d'une séance, mais là, nous, on vous aide vraiment à décrypter ces différentes phases, ces différentes étapes qui sont nécessaires dans l'apprentissage de l'élève. Donc, au fil du temps, alors c'est vrai que c'est des épreuves qu'on ne peut pas préparer juste quand, tiens, ça y est, on est admissible, hop, je prépare les zéros. Là, pour cela, ce n'est pas possible. Ça demande vraiment un temps de préparation en amont, une imprégnation en fait de votre part, au travers justement d'un certain nombre de cours et de voir un certain nombre d'exemples. Dans le cadre des mathématiques, on a pareil, à l'intérieur des mathématiques, il y a plusieurs sous-domaines. Donc, il y a tout ce qui est le nombre, la connaissance du nombre, qui est un gros morceau, qui demande de savoir en fait les différentes démarches que les élèves utilisent pour le nombre. Et à l'intérieur du nombre, ça peut être situer un nombre sur une grade graduée, connaître les différentes désignations du nombre, être capable de décomposer. Voilà, il y a la numération orale, numération écrite. Enfin, c'est un gros morceau. Les opérations, mais là aussi, les techniques opératoires, comment est-ce qu'on les introduit en fait auprès des élèves, comment est-ce qu'on leur fait, comment est-ce qu'on donne du sens à ces différentes techniques opératoires, grandeur et mesure, géométrie et la proportionnalité plutôt pour le cycle 3. Donc, en fait, on balaye tout le programme en maths et en français, en fait, du cycle 1 au cycle 3. C'est pour ça que c'est relativement dense et nous, ça nous permet en fait de vous accompagner à trier un petit peu ces contenus. Donc, pourquoi être accompagné en fait pour l'oral de la leçon? Pour différentes raisons. D'abord, pour l'importance de son coefficient qui est déterminant pour vous dans la réussite du concours, mais ensuite aussi dans le classement. Et puis parce que, comme je l'ai dit déjà précédemment, c'est une épreuve qui est déjà extrêmement professionnelle, qui demande d'avoir une connaissance de la classe. Et pour ce faire, nous, en fait, on vous accompagne au travers des lives, mais aussi quand vous faites partie de Vocation CRPE, vous avez la possibilité d'avoir des conventions de stage, d'aller observer des séances. Mais observer à partir de rien, ce n'est pas facile. Donc, le fait d'avoir participé à des cours, vous commencez à connaître le vocabulaire, le processus d'apprentissage, et du coup, vous allez observer différemment. C'est une épreuve qu'on connaît parfaitement, parce qu'on est nous-mêmes jury de concours, donc on les fait passer, ces épreuves-là. On a déjà même été amené à rédiger des sujets sur les oraux. Et donc, du coup, on peut forcément savoir exactement ce qui est attendu, connaître effectivement les attendus des jurys lors de l'épreuve. Alors, maintenant, quand on dit maîtriser les démarches didactiques, je vais préciser encore un petit peu ce que c'est que maîtriser les démarches didactiques, les attendus justement lors de ces épreuves. C'est être capable d'anticiper, c'est l'art de l'enseignement, mais c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout quand on enseigne, c'est être capable d'anticiper les erreurs types, de savoir pourquoi, là, s'il y a eu une erreur de la part de l'élève, par quel process l'élève est passé, quelle procédure cognitive il a adoptée. Et du coup, moi, comment, en tant qu'enseignant, comment est-ce que je vais pouvoir contrecarrer, donner du sens à ça, exploiter l'erreur de l'élève pour qu'au contraire, elle devienne source d'apprentissage. Quelles sont les différentes remédiations que je peux mettre en place face justement aux difficultés rencontrées? Quelle progression je vais pouvoir mettre en œuvre pour que l'élève ne soit pas trop difficile, une tâche beaucoup trop difficile? Quels sont les outils que je vais donner aux élèves? Et est-ce que je vais donner les mêmes outils à tout le monde? Donc là aussi, on vous montre des exemples d'outils, on vous montre des exemples de traces écrites, de supports. Et puis, bien évidemment, pour qu'il y ait apprentissage, il faut aussi qu'il y ait évaluation. Donc, on vous aide aussi à élaborer l'évaluation, les critères de réussite, parce que très souvent, on vous pose la question, très bien, mais qu'est-ce que vous allez évaluer, comment vous allez évaluer, voilà. Alors, quand on vous reçoit au concours, je réponds à la question de Chantal, sauf erreur de ma part, donc je la lis rapidement. En fait,
on ne sait pas d'où vous venez, en fait. Au concours, il y a pléthore de candidats. Il y en a qui sortent de la fac, d'autres qui ont eu de l'expérience, qui ont été contractuels, d'autres non. Donc, nous, on ne connaît pas forcément votre expérience. Donc, en fait, j'allais dire, peu importe. Bien sûr, c'est un atout que d'avoir de l'expérience. Donc, vous pouvez forcément vous appuyer dessus. Mais nous, on va aller, par rapport à la situation que vous allez nous proposer, on va vous poser des questions sur les modalités de groupement et pourquoi choisir cette modalité plutôt qu'une autre, la gestion du temps, combien de temps vous allez passer sur telle ou telle phase, comment est-ce que vous allez vous positionner. Voilà, et on va surtout aller voir un peu quel style d'enseignant, quel style d'enseignement vous préconisez. Parfois, vous pouvez vous tromper, enfin, entre guillemets, proposer des choses qui ne sont pas tout à fait réalisables. Et le jury va vous amener à vous rendre compte que votre proposition, elle ne tient pas. Donc, il faut aussi se laisser porter par le jury et vous pouvez très bien dire, ah oui, c'est vrai qu'après réflexion, peut-être que je ne partirai pas sur cette modalité de groupement ou peut-être que je ne passerai pas autant de temps sur cette phase et réaménager au fur et à mesure. Les sujets, en fait, vous ne les choisissez pas, d'accord? Vous les découvrez en fait le matin de l'épreuve et vous avez un certain temps, voilà, pour vous y préparer. Mais vous ne choisissez pas en fait les sujets qui sont tirés au sort bien en amont. Donc, effectivement, comme le dit Juliette, même si vous vous trompez, entre guillemets, dans ce que vous proposez, déjà, il n'y a pas forcément d'erreur, mais des fois, ça peut arriver qu'on soit un peu à côté dans ce qu'on propose. Ben, tout n'est pas perdu. Non. L'entretien que vous allez avoir avec le jury est déterminant. Je vous rappelle que dans les critères d'évaluation, on va regarder votre réflexion pédagogique et didactique. Donc, si dans le cadre de l'échange, vous vous rendez compte qu'il y a ça et ça qui ne va pas, ben, à partir du moment où ça peut être argumenté derrière, ce n'est pas perdu, vraiment. Après, c'est une épreuve qui n'est pas facile non plus parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir plein d'entrées possibles. Comme vous pouvez avoir choisi de ne pas utiliser tel document parce qu'il ne vous paraissait pas pertinent pour telle ou telle raison, mais il ne faut pas dire que le document est nul, ça en est clair, mais vous pouvez dire que vous, dans la situation, il vous semblait plus intéressant de faire telle ou telle entrée. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. La mauvaise réponse, ce serait de ne pas rester dans le domaine qui vous est indiqué. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple un sous-domaine lecture-compréhension et vous partez complètement sur autre chose. Donc, il faut bien identifier le sous-domaine et voilà. Après, respecter les différentes étapes d'une séance, mais après, il y a plein de choses qui peuvent se négocier, entre guillemets. Mais justement, on vous accompagne pour que vous puissiez apprendre à argumenter. Donc, je vais vous donner, par exemple, un exemple rapide, hein, comme ça, de sujet. Donc, on vous expose une situation, on vous dit, bah voilà, vous êtes dans tel niveau, à peu près à telle période de l'année. On ne vous donne pas toujours de manière aussi explicite le domaine. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans les sujets, il va falloir aller identifier, des fois de manière plus précise, quel est le domaine. On vous donne souvent dans les documents, en tout cas, les instructions officielles. Mais là aussi, dans le cadre des lives, on vous aide à mieux comprendre ce que sont ces compétences, parce que ce n'est pas toujours facile de les comprendre, de les lire. Donc, on vous aide à les décoder. Et comme ça, le jour J, vous gagnez aussi beaucoup plus de temps. Mais globalement, les attendus de fin de cycle sont donnés. Et puis, on vous donne une série de documents. Et à partir de ces documents, ben, vous allez devoir construire une séance. Donc là, c'était par exemple sur l'album Papa de Philippe Corentin, qui d'ailleurs était un album extrêmement difficile au final pour la lecture-compréhension. Et donc, il va falloir que vous identifiez exactement quelles compétences vous devez travailler avec les élèves. Et ensuite, en prenant appui sur les différents documents, vous allez chercher des supports et une séance qui répond précisément à cette compétence. Vous pouvez passer avec le même jury, parce que nous, jury, on ne bouge pas en fait. Et on a des fois une demi-journée où on reçoit des candidats du concours externe. Après une autre demi-journée, où des fois, en début d'après-midi, on reçoit des candidats qui sont du concours externe ou interne. Et puis, en fin de journée, on a des fois des troisièmes voies. Donc, vous aurez des jurys strictement identiques. Parfois, par contre, on nous le dit en tant que jury quand vous êtes de troisième voie. On ne fait pas la distinction entre interne et externe. On n'est pas au courant en tant que jury.
Mais par contre, sur la troisième voie, ça peut arriver qu'on soit informé que vous soyez en troisième voie. Mais nos critères nos attendus et nos critères d'évaluation sont identiques, quel que soit le type de concours que vous passez. Voilà. Alors, du coup, comment est-ce qu'on se prépare en fait à cet oral de la leçon? Donc, bien évidemment, ben, il faut être accompagné pour découvrir cette démarche didactique. On vous montre des exemples très concrets de leçons, traces d'élèves, d'affichage. En gros, c'est comme je vous indiquais, on vous emmène un petit peu en classe. Voilà, on ouvre une petite fenêtre et on vous emmène en classe. On vous enseigne à utiliser le lexique spécifique pédagogique. Comme je dis aux étudiants, en fait, vous allez apprendre une nouvelle langue. La langue de la pédagogie, de la didactique, c'est vraiment une langue à part entière. Et du coup, pour vous amener à pouvoir justifier vos choix pédagogiques et didactiques. Pour vous préparer, vous aurez en fait des lives, comme je suis avec vous ce soir, dans le cadre du live, dans lesquels vous pouvez poser des questions en direct dans le live. On vous permet aussi des fois de justement avoir des interactions, tester un peu votre savoir. Et ça permet voilà, de vous sentir soutenu, de pouvoir avoir la possibilité de réponse en direct à vos questions. Et puis également, vous n'êtes pas tout seul parce que du coup, vous êtes aussi un groupe d'étudiants. Vocation CRPE est un organisme qui n'est pas trop important et qui permet du coup de rester un peu à taille humaine et de ne pas vous sentir tout seul aussi dans le cadre de la préparation au concours. En plus de ces différents lives que vous aurez en fait au fil de l'année, vous aurez des oraux blancs. Alors, la modalité des oraux blancs est très intéressante pour vous parce qu'en fait, c'est des oraux blancs qui sont en groupe et du coup, en fait, chacun passe à son tour, exactement comme dans les modalités de l'épreuve. Mais le fait que vous soyez en groupe, vous voyez aussi les autres candidats passer sur d'autres sujets que le vôtre. Parce qu'en fait, vous préparez du coup plusieurs sujets. Chaque personne passe sur un sujet et ça permet du coup d'avoir une révision globale de l'ensemble des domaines puisqu'on peut avoir traité 5 sujets, donc 5 sous-domaines, ce qui est quand même du coup énorme. Dans le cadre de ces oraux blancs, déjà vous testez, mais vous avez aussi un retour direct en fait sur votre oral, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, le contenu, mais aussi votre élocution, votre posture. Et du coup, ça vous permet de réajuster vos révisions, de réajuster votre posture pour le véritable oral. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir le retour direct. Et puis de voir les autres, c'est extrêmement enrichissant aussi, d'écouter les autres, d'anticiper les questions, d'entendre les questions qui peuvent être posées pour du coup mieux vous préparer. Donc ça vous fait comme un espèce de mini-stage dans le cadre pour les oraux. Dans le cadre de cette épreuve, on vous accompagne assez fortement. Et d'ailleurs, l'année dernière, ça a été la grosse force de vocation CRPE aussi au concours, puisque là, c'est vraiment une épreuve à part entière, comme je disais, qui est très, très professionnelle. Et là, nous, on a eu quand même un certain nombre de candidats qui ont réussi à avoir 20 dans ces épreuves-là. Imaginez 20 COEF4. Alors, on a eu plus de 20 en EPS, que dans l'épreuve de didactique leçon maths français, mais on a eu certains candidats qui ont excellé. Parce que là, la différence, elle est très nette entre quelqu'un qui se prépare tout seul, en fait, avec des livres, et quelqu'un qui est accompagné par des personnes de terrain qui vous montrent des situations de terrain. Et puis, pour ceux qui s'inquiéteraient de moi, je n'ai pas d'expérience, jamais été en classe, en fait, on a vu des candidats réussir brillamment cette épreuve-là sans avoir été en cours au préalable, sans avoir exercé. D'accord? Donc, c'est une plus-value si vous avez de l'expérience. Mais parfois, on a de l'expérience, mais on n'a pas les mots, on n'a pas le lexique spécifique pour expliquer telle ou telle démarche. Donc, voilà. En tout cas, c'est une épreuve qui est vraiment importante et je pense que pour réussir, il faut vraiment être accompagné. Et en effet, comme le dit Juliette, c'est important d'être extrêmement concret et pratico-pratique. Or, en fait, ceux qui la préparent seuls pensent à comment dire, à des grands trucs intellectuels, utilisent des grands termes, mais c'est pas concret, on n'arrive pas à aller en classe avec vous. En fait, on doit aller en classe avec vous. D'accord? Alors, pour tout ce qui est cette question-là, Christelle, ce que je pense, et bien évidemment, c'est tout à fait possible hein, de nous rejoindre pour la préparation des oraux, mais ça, je laisserai mes collègues y répondre juste après. Donc,
En effet, Juliette, c'est une plus-value d'avoir été en classe, d'avoir déjà une représentation indirectement de ce qu'est un élève et de ce qu'il est capable de faire à tel ou tel âge. Donc, alors juste, l'épreuve coefficient 2, elle est aussi très fortement préparée, bien évidemment. Donc, on prépare l'ensemble des oraux. On sépare dans la préparation, vous aurez des lives de maths, des lives de français, et puis après, je vais venir aux autres oraux, et là aussi, vous aurez une préparation spécifique pour chacun des oraux. Pardon. Alors, maintenant, je vais quitter l'épreuve de la leçon, et puis on va passer au deuxième grand oral, qui est l'oral d'entretien, qui est EPS et entretien. Alors, dans cette épreuve d'admission, d'entretien, donc là, on est sur du coefficient 2, donc un moins important, mais tout de même plus important encore que les écrits. Hein. Et vous allez démarrer par une épreuve didactique en EPS. Voilà, vous avez donc 30 minutes de préparation, mais ce temps de préparation, c'est exclusivement pour de l'EPS. Parce qu'ensuite, pour la partie entretien, il n'y a pas de préparation en amont. Donc, c'est noté sur 20, il y a 10 points pour l'EPS et 10 points pour l'entretien. Alors, je vais vous présenter un petit peu plus précisément en fait l'épreuve. L'épreuve d'EPS, elle est extrêmement pratico-pratique. Par contre, je trouve que d'un point de vue didactique, c'est un peu plus facile que maths et français, mais elle est très technique. Elle demande de connaître beaucoup de lexiques, spécifiques. Je vais vous donner un exemple juste après. Par contre, on peut s'y préparer à merveille. Et sincèrement, on vous accompagne très fortement. Là aussi, vous aurez des intros quasiment clés en main, mais bien évidemment, qu'on construit ensemble au fil des lives. La démarche didactique en EPS, elle est très similaire en fait d'une APSA à une autre. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment vous y retrouver facilement. Par contre, ça demande vraiment des connaissances, de s'y prendre un petit peu en avance, de se faire des fiches par APSA, de connaître déjà des situations qu'on pourrait en fait proposer aux élèves. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple de sujet qui est juste après. C'est extrêmement pratico-pratique. Et puis, c'est hyper important de bien réussir les débuts d'épreuve, parce que comme vous démarrez par l'EPS, en fait, ça vous permet, si vous êtes en réussite, de bien être en confiance pour la suite des oraux. Et puis ensuite, il y a du coup l'épreuve d'entretien, là, qui se décline un peu en deux parties, un peu deux sous-parties. Une première partie avec 10 à 15 minutes d'exposé, où en fait, tout simplement, vous présentez un peu votre parcours et votre motivation dans le fait de devenir enseignant. Et puis ensuite, une deuxième partie dans laquelle, en fait, on vous soumet des situations très concrètes et à vous, du coup, d'y répondre. Alors, est-ce qu'on peut choisir son APSA? Question d'Amel. Alors, parfois oui, d'autres fois non. En fait, parfois, on vous donne un champ d'apprentissage, par exemple, conduire un affrontement individuel ou interindividuel, et on ne vous précise pas l'APSA. Donc, vous pouvez choisir une APSA à l'intérieur de ce champ d'apprentissage. Et d'autres fois, dans certains sujets, l'APSA est donnée. Donc, ça, c'est variable. Voilà. Mais ça, vous pouvez être parfois amené à la choisir. Alors, je vais vous montrer un exemple de sujet en EPS. Donc là, je vous présente exactement comme c'est présenté le jour de l'épreuve. D'accord? Cycle d'enseignement, OK, cycle 2, on vous donne le niveau de classe, on vous donne l'attendu de fin de cycle, et puis on vous donne un constat. Le constat, c'est voilà, dans le cadre d'une séquence de jeu collectif, vous faites le constat que certains élèves éprouvent des difficultés à progresser vers la cible. Donc, il va falloir d'abord, OK, ben là, j'ai jeu collectif, mais là, vous avez vu, Amel, il n'y a pas d'APSA précise donnée, donc vous pouvez choisir d'en donner une ou pas. Et puis surtout, il va falloir se questionner, analyser, mais pourquoi est-ce qu'il rencontre cette difficulté? Alors d'abord, il faut être à l'aise avec le lexique. Ça veut dire quoi? Il éprouve des difficultés à progresser vers la cible. Ça veut dire que les élèves, la cible, ça peut être le but, le panier de basket, voilà. Et en fait, les élèves, ils ont du mal, en gros, à marquer des points et à avancer dans cette direction-là. Il va falloir d'abord que je m'interroge sur le pourquoi.
Donc, alors ici, l'APSA n'est pas justement jeu collectif. Bah, jeu collectif, alors c'est dans l'APSA, vous pouvez avoir l'APSA hand, vous pouvez avoir l'APSA de type hand, basket. Donc, l'APSA, il y en a plein en fait. D'accord? Par contre, je suis dans le champ d'apprentissage sans engager dans un affrontement collectif ou interindividuel. Et à l'intérieur, j'ai jeu collectif. Mais à l'intérieur du jeu collectif, j'en ai plusieurs. Je peux faire jeu collectif avec ou sans ballon. Je peux faire, voilà, il y a plein d'entrées possibles. D'accord? Là, par contre, je dois proposer une situation qui a une cible. D'accord? Donc, on peut être sur du type hand, par exemple. Là, il va falloir du coup que je me questionne. Pourquoi est-ce qu'ils rencontrent ces difficultés à progresser vers la cible? Est-ce qu'ils ont des difficultés quant au répertoire moteur? Donc, par exemple, ils ont du mal à lancer, recevoir le ballon. Est-ce que alors, oui, je vais y revenir juste après, Amel. Mais effectivement, là, vous ne choisirez pas. Hein. Danse, athlée, jeu co, mais c'est à l'intérieur, vous pouvez choisir. À l'intérieur du jeu co ou à l'intérieur d'athlétisme, on peut choisir. D'accord? Des fois, c'est spécifié, d'autres non. Mais par contre, l'entrée du champ d'apprentissage, vous ne pourrez pas le choisir. Et après, bah, du coup, je vais poser la question sur est-ce que la difficulté, elle est motrice, par exemple, lancer, recevoir, ou est-ce que la difficulté, elle est d'ordre plutôt cognitive, élaborer des stratégies pour avancer sur le terrain, repérer les différentes zones. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'analyse. Pourquoi de la difficulté? Puis, ben, en fait, moi, je peux choisir de faire telle ou telle entrée et du coup, je fais des propositions. D'accord? Moi, je vais dire, ben, moi, je pense que ce qui pose problème, par exemple, c'est l'entrée motrice. Ils ont du mal à lancer, recevoir le ballon, qui du coup les empêche de progresser vers la cible. Et donc, voilà, je vais vous proposer plusieurs activités qui permettent de répondre en fait à cette difficulté rencontrée par les élèves. Voilà. Et après, vous faites vos propositions et vous expliquez pourquoi et comment vous allez vous organiser. D'accord? Par contre, en tout cas, non, vous ne choisirez pas entre danse, athlétisme, jeu co ou natation. Vous ne choisissez pas, ça c'est le sujet qui me donne. Mais à l'intérieur du jeu collectif, par exemple, vous avez la possibilité de choisir à l'intérieur. D'accord? Alors, voilà du coup pour le PS. Vous faites toute votre présentation, vous faites une petite conclusion avec des fois une petite ouverture. Notamment, vous pouvez faire une ouverture sur les Jeux olympiques 2024, les labellisations des écoles. Le PS, on peut faire du lien avec l'éducation à la citoyenneté, on peut faire du lien aussi avec l'éducation à la santé, le parcours citoyen. Et puis ensuite, ben, c'est suivi aussi d'un entretien. Donc, on vous pose des questions. Moi, je vous invite, surtout pour tout ce qui est jeu collectif, à faire des schémas pour bien, et même pour la natation, des fois, on a besoin de schémas, même en athlée, faites des schémas. Et à partir de ces schémas, en fait, ben, des fois, le jury vous pose des questions, non pas pour vous coincer, mais des fois pour essayer de mieux comprendre vos situations, pour essayer de vous accompagner pour que vous analysiez. Tiens, mais vous, là, vous avez choisi, par exemple, on est en athlétisme, de mettre un cerceau et pourquoi, parce que pourquoi vous mettez deux cerceaux et est-ce que vous les mettez à droite, à gauche voilà, on va vous poser tout plein de questions pour essayer de vous accompagner dans la justification de vos choix. Parfois, on vous pose des questions aussi parce que ce que vous proposez n'est pas tout à fait cohérent et donc ensemble, on vous aide à réfléchir sur vos propositions didactiques. Donc voilà du coup pour le PS. Pareil, un lexique très spécifique. Juste après le PS, on enchaîne sur l'épreuve d'entretien. Alors, l'épreuve d'entretien, c'est important là aussi. Alors, pour le PS, vous avez des lives spécifiques, pareil, où on reprend les grandes entrées de champs d'apprentissage et on balaye du coup plusieurs APSA. Alors là, Lola, pour traiter le sujet sur les cibles, il me faut au moins 20 minutes de cours, en fait, pour tout bien expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Comme je vous l'ai dit, il y a une entrée motrice et une entrée cognitive. Donc, soit je travaille sur tout ce qui est stratégie, identification des délimitations de terrain, comment est-ce que je fais pour identifier les différents rôles, attaquants, défenseurs, est-ce que je travaille sur la réversibilité des rôles? Je ne peux pas répondre là ce soir, Lola, mais c'est pour vous dire que tout ça, on le fait en cours. Je vous montre en fait tout ça et après, on aborde justement des situations concrètes. D'abord, on voit toute la démarche, les difficultés auxquelles sont exposés les élèves,
et ensuite tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour y remédier. D'accord, Lola, je suis désolée, c'est un peu frustrant, mais ce soir, je peux pas tout aborder. Et donc, en fait, dans le cadre des lives, voilà, je présente tout ça, on présente justement des situations concrètes. Il y a la possibilité, du coup, de poser aussi des questions. Et puis, de temps en temps, bah, on fait des petites révisions, des mises en situation pour justement que vous puissiez être capable de faire ça. Et puis, comme pour les précédents oraux, vous avez des oraux blancs, pareil, en groupe, donc, ce qui vous permet en fait de préparer plusieurs sujets, donc de travailler les différents domaines, les différents champs d'apprentissage en EPS. Vous écoutez les autres, vous passez, vous avez du coup l'analyse en direct. Puis ça vous permet d'entendre aussi les réponses des autres, voir qu'est-ce qu'eux pourraient proposer et pourquoi, est-ce que c'est pertinent. Donc du coup, c'est extrêmement riche aussi ces oraux blancs en EPS. Et puis là aussi, ça vous permet de vous dire, waouh, en fait, la natation, va peut-être falloir que je révise un peu plus parce que j'ai vu que dans les questions, il fallait bien connaître les textes officiels, parce que c'est une activité à taux d'encadrement renforcé. Voilà. Donc ça vous permet aussi d'orienter vos révisions jusqu'à l'épreuve. Alors maintenant, l'épreuve d'entretien. Alors là, vous êtes accompagné de manière différente avec vocation CRPE, puisque il y a une partie, j'allais dire, peut-être un petit peu plus individualisée, qui fait qu'en fait, vous allez devoir rédiger en fait une lettre de motivation. Vous allez devoir en tout cas être capable pendant 10 à 15 minutes, enfin pendant une durée pardon, de 5 minutes, d'être capable de vous présenter, d'être capable d'expliciter votre motivation à devenir enseignant. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile de, comment dire, d'expliquer toute la démarche. Et puis surtout, il y a des choses enfin, qui sont pas recevables dans le cadre du concours. Exemple, je fais exprès une grosse caricature. Je veux devenir enseignant parce qu'il y a plein de vacances, parce que c'est plus facile pour ma vie professionnelle, pour la sécurité de l'emploi. Bien évidemment, là, on va rechercher chez vous un enseignant, mais on va rechercher aussi chez vous le futur fonctionnaire engagé, motivé aussi au service de l'État, de la collectivité. On va aller vous rechercher aussi d'un point de vue éthique professionnel. Donc, c'est important, voilà, donc pour tout ça, on vous accompagne en fait à voir comment dire, comment ça s'appelle? Le référentiel de compétences du professeur des écoles. Et en vous appuyant dessus, on peut du coup aller rechercher des leviers motivationnels pour argumenter. Alors, la question du scoutisme est-elle mal vue? Alors, on va pas forcément aborder, déjà, d'abord, le scoutisme n'est pas forcément religieux. Évidemment, on va mettre tout ce qui est religion de côté, puisque je vous rappelle que dans une école laïque, voilà, donc c'est important de le mettre un petit peu de côté. Mais vous pouvez tout à fait tourner ça en positif, dans le sens, le fait d'animer un groupe, de fédérer un groupe. Et donc, du coup, non, ça peut être une première entrée dans la matière, même si, bien évidemment, le métier d'enseignant ne se résume pas à ça, mais ça peut être aussi une plus-value. Donc là, en fait, justement, on vous accompagne à transformer un peu en positif vos différentes expériences, à être capable d'en parler, et surtout à être capable de bien décrypter les attendus du métier d'enseignement et de voir si vos motivations, du coup, peuvent être pertinentes et défendables devant un jury. Donc ça, c'est vraiment un moment aussi important, puis du coup, on travaille aussi avec vous la posture, la voix, l'énergie. Parce qu'à un moment, quand on est face à des élèves, il faut être capable de s'exprimer correctement, il faut être quand même plutôt avenant, souriant, pour donner motivation pour que les élèves aient envie quand même d'apprendre aussi avec vous. Dans la deuxième partie, donc là, suite à ça, on peut vous poser du coup quelques questions qui sont rarement des questions pièges. C'est plus, on va rechercher un petit peu votre éthique professionnelle. Voilà. Dans la seconde partie, là, on vise vraiment à vous projeter sur le futur métier de professeur des écoles, et donc on vous donne des situations extrêmement concrètes. Je vais vous donner des exemples juste après, et on vous demande, bah, face à telle situation, qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre? Alors là, il y a deux entrées. Il y a déjà, on va voir comment est-ce que vous réfléchissez. On va voir si vous connaissez comment fonctionne l'institution, à savoir quels sont les différents membres d'une équipe pédagogique, auprès de qui je dois me référer si j'ai ci ou ça. Est-ce que vous connaissez les différentes instances de réunion, les différents conseils des maîtres, conseils d'école,
Voilà. Du coup, ça demande quand même une connaissance institutionnelle. C'est aussi une plus-value quand vous avez une connaissance historique de l'institution, les grandes lois sur lesquelles je m'appuie. Parce que ça, c'est des questions qui peuvent être amenées à venir à un moment quand on souhaite aussi rentrer dans l'éducation nationale. On doit se tenir aussi au courant des différentes réformes. On peut vous demander aussi tout simplement quel est le ministre de l'Éducation nationale actuellement. C'est dommage, ça, si on ne sait pas y répondre. C'est un truc tout bête, régulièrement, on pose ce genre de questions. Alors, exemple de sujet lors de l'entretien, je vous ai dit, c'est très pratico-pratique. Dans le cadre, en éducation artistique, vous organisez une sortie avec vos élèves et vous vous rendez, en fait, dans le cadre de votre sortie, à la cathédrale Notre-Dame. Or, certaines familles refusent que leurs enfants entrent dans la cathédrale en invoquant le principe de laïcité. Que faites-vous? C'est très pratico-pratique. Et bien évidemment, le jury va vous demander sur quoi vous vous appuyez pour telle ou telle réponse, auprès de qui vous allez voir. Est-ce que c'est juste vous qui pensez que, ou est-ce que je m'appuie sur des textes aussi, sur le code de l'éducation, sur la charte de la laïcité, sur le vade-mecum de la laïcité, enfin, bref. Voilà, il y a un moment, vous n'êtes pas seul. Même si on vous pose la question à chaque fois en disant « vous », derrière, on va rechercher un peu vos connaissances institutionnelles. Autre exemple, lors de la récréation, il y a un groupe d'élèves qui insulte régulièrement un camarade sur son poids ou sur ses tenues vestimentaires jugées trop féminines. Comment réagissez-vous et que mettez-vous en place au sein du groupe classe et au sein de l'école? Là, bien évidemment, on a insulte régulièrement, on a un groupe face à un élève, donc on est directement, on va dire, dans une situation plutôt de harcèlement. Donc là aussi, il faut être capable de lire entre les lignes. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Il y a aussi ces tenues vestimentaires jugées trop féminines, donc on peut aussi travailler sur l'égalité filles-garçons, voilà, tout ce qui est discrimination. Donc on choisit ses entrées, et puis là, en plus, il y a 2 entrées. Il y a au sein du groupe classe, donc pédagogiquement, comment est-ce que je vais pouvoir traiter de ces situations. Et puis, il y a au sein de l'école. Et est-ce que je réagis toute seule? Est-ce que je fais appel à mon directeur? Comment je travaille avec une équipe pédagogique? Est-ce que je parle de la relation école-famille avec les familles? Voilà. Donc là, à partir d'un sujet comme ça, nous, on peut dérouler, hein. Et il y a plein de sujets qui viennent. Et puis, dernier exemple, là, c'est vraiment, on est un peu plus dans une situation didactique, mais généralement autour plus de l'éducation à la citoyenneté, voilà. Comment aborder l'égalité filles-garçons lors d'une séquence d'apprentissage. Voilà. Donc, c'est très pratico-pratique. Donc, on vous accompagne justement sur toutes ces grandes thématiques. On vous donne un peu d'historique. On vous donne aussi le pourquoi l'éducation nationale a opté pour telle ou telle chose, quels sont les dispositifs existants. Et là aussi, il y a pas mal de lexique à apprendre. Alors, en gros, que propose Vocation CRPE? Il vous propose en fait des contenus de cours avec des entraînements en live, des échanges, la possibilité justement de poser des questions en direct, comme vous êtes en train de le faire, avec un ensemble de professeurs qui sont que des professeurs de terrain, tous formateurs, on a tous voilà, ce qu'on appelle le CAFIPEMF, qui permet justement de former en fait les enseignants. On a tous été jurys de concours. Donc, dans le cadre de nos cours, on vous donne tous ces contenus avec les démarches didactiques bien spécifiques. Ces différents cours aussi, vous pouvez les voir et les revoir sous format vidéo, ce qui vous permet en fait d'avoir le support, le diaporama, pour vous aider aussi à faire vos fiches de révision. Et puis aussi, ces vidéos, vous pouvez les revoir. Ça vous permet aussi d'avoir une liberté dans votre organisation. Voilà. Et puis surtout, de pouvoir les revoir aussi à votre rythme. Vous avez, comme je l'ai dit précédemment, des mises en situation à l'aide de concours blancs, avec des sujets qui sont préparés par vos soins, qui vous permettent aussi de tout réviser, et surtout d'avoir une analyse en direct de votre pratique. Et puis, des accompagnements individualisés. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous le disais précédemment, Vocation CRPE est une pas trop grosse structure, est plutôt une petite structure qui permet en fait à échelle humaine de mieux vous accompagner si vous rencontrez des difficultés, de mieux les identifier. Tout ce qu'on aborde en fait dans les thématiques, non seulement on aborde la démarche didactique, mais on voit avec vous aussi tout ce qui est un petit peu gestion de classe, les astuces, tout ce qui est organisation matérielle, voilà. Et ah oui, parce qu'une particularité aussi,
de vocation CRPE, c'est que suite à l'obtention du concours, on continue de vous accompagner. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. Parce que c'est bien beau d'avoir son concours, mais après, là, quand on est en septembre, hop, on doit prendre la classe, puis on a la réunion parents-prof qui arrive, et qu'est-ce que je vais dire, comment je fais? Et tous les autres enseignants, ils sont très pris par leur rentrée, donc des fois, c'est un peu stressant. Et donc, Vocation CRPE aussi vous propose ce qu'on appelle une formation post-admission pour justement, parce que là, vous écoutez un certain nombre de données en vue du concours, mais pas encore en vue de préparer votre classe. Donc après, on vous accompagne en fait dans tout ce qui est gestion de classe, préparation de la classe, préparation de la rentrée avec les familles pour pouvoir vous aider. L'avantage aussi d'être accompagné, c'est que ça vous donne une planification de votre travail, c'est-à-dire il n'y a pas de comment je m'organise dans mes révisions, par quoi je commence, je ne sais pas comment faire. En fait, c'est un gain de temps énorme pour vous. Vous n'avez pas à aller chercher les informations à droite et à gauche. Et du coup, on vous donne une progression, tout simplement, avec, voilà, vous savez que vous avez des dates de rendez-vous avec vos lives. Les vidéos, vous pouvez les revoir comme vous voulez, ça vous laisse une souplesse organisationnelle. Et puis, du coup, ben, vous avez du pratico-pratique avec des oraux blancs, des échanges de pratiques avec les autres qui le passent et des mises en situation. Alors, les thématiques sur le diapo que je vous ai donné, Lola, c'est des sujets qui pourraient complètement tomber à l'oral, bien évidemment. Alors, le pourcentage de réussite l'année dernière de vocation CRPE, je sais quand on a été très, très bien sorti, mais je ne me souviens plus précisément des pourcentages. Peut-être que Robin pourra m'aider là-dessus. Ouais, il était au global de 78%. Alors, Ouais, après, ça à dépendait l'échelle aussi. nationale en plus. Voilà, parce qu'après, il y a des académies où on a frôlé les 100%, Créteil, Versailles. Et puis, il y a des académies où ça n'a même pas de sens de faire un pourcentage, la Corse ou d'autres Ah bah, académies avec très, très peu de place. alors, la Corse, une année, on avait un candidat qui passait en Corse, il y avait un seul poste. Oui, Et, on a fait et 100% une année. Et Ouais. là, on a fait 100%, voilà, mais il y avait un seul poste. Donc là, par contre, on a fait une préparation intensive pour ce jeune homme qui visait à tout Ouais. prix la Corse. Après, on a, au-delà des pourcentages, on a eu, sauf erreur de ma part, Robin, un bon nombre de candidats qui sont arrivés enfin, qui sont arrivés dans les premiers de leur académie. Ouais, On en ouais, a eu plusieurs qui étaient majors. on en a eu plusieurs dans les 5 premiers. Ouais. Ouais. Donc, Non, bien sûr. Donc, du coup, c'est pour vous dire que, en fait, notamment les oraux, je ne vais pas mentir, les oraux font une énorme différence entre un candidat qui a accompagné, préparé, et quelqu'un qui le fait tout seul et qui est un petit peu loin des réalités de terrain. Donc, pourquoi vocation CRPE? Je vous l'ai déjà dit précédemment, vous avez des formateurs de terrain qui sont jurés de concours et qui connaissent parfaitement les attendus. Pour du coup tout l'accompagnement didactique et surtout pédagogique aussi, qui explique un peu des situations concrètes et le pourquoi, le comment. Une promotion à taille humaine qui vous permet à la fois d'échanger aussi avec l'équipe quand vous rencontrez des difficultés, mais du coup aussi un soutien avec vos autres camarades qui passent le concours. Ils ne sont pas du tout dans l'esprit concours. Il y a beaucoup de cohésion et de soutien les uns avec les autres. Et puis surtout, ça vous libère votre esprit avec une planification de votre travail, un accompagnement régulier. Voilà. Et comme je le disais précédemment, une des forces de vocation CRPE, et on a de très bons retours aussi de la formation post-admission, parce que en fait, là, on pense qu'avoir le concours, puis après, à la fin de l'été, c'est panique à bord quand on doit prendre sa classe. Et surtout, que je vous rappelle que l'année suivante, c'est une année de stagiarisation. Donc, vous n'êtes pas encore pour valider complètement le concours. Il faut que ces différentes visites de tuteurs se passent bien. Et donc, du coup, vous êtes rassurés d'être accompagné par vocation CRPE aussi pour cette prise en main de la classe et pour les premières visites et l'analyse de vos bulletins. Alors, je me pose une question, si par hasard nous sommes élèves chez vocation CRPE, ça peut arriver qu'effectivement vous soyez élève chez nous et qu'on soit, et vous tombiez sur nous en tant que jury. Ça peut être possible. Et dans ce cas-là, en fait, dès qu'on connaît quelqu'un, en tant que jury, nous avons obligation de signaler que nous connaissons la personne. Voilà. Après, nous, parfois, on ne connaît pas forcément tous vos noms et tous vos visages. Donc, c'est tout à fait possible. Mais nous, si on reconnaît un nom, on a pour devoir, en tant que jury, de le signaler. Et dans ce cas-là, vous changez de jury. Voilà.
Ça fait partie de nos obligations. Les cours sont accessibles en différé? Oui, bien sûr, Cécile. C'est ce que je vous indiquais précédemment. En fait, tout est filmé en vidéo et du coup, vous pouvez les revoir ensuite. Donc, si vous n'êtes pas disponible un soir, vous savez que vous pouvez le revoir en différé. Ça vous permet quand même une souplesse organisationnelle. Alors, Laura, difficile de répondre à votre question quant au nombre de postes pour le troisième concours parce qu'en plus, c'est complètement variable suivant les académies. Donc, mais après, bientôt, je ne sais pas si c'est déjà publié, Robin, mais le nombre de postes, si ce n'est pas déjà publié, va être bientôt publié avec le nombre de postes par type de concours sur les différentes académies. Il y a quelques jours, ce n'était pas encore le cas, mais c'est vrai que je ne suis pas allé voir depuis quelques jours. Non, parce qu'ils attendent d'abord de répertorier le nombre d'inscrits et tout ça. Et puis surtout, en fait, ils ne peuvent pas le donner trop tôt, le nombre de places, parce que ça dépend du terrain. C'est-à-dire, nous, ça dépend combien de personnes vont avoir leur mutation, vont quitter l'académie. Donc, le nombre de postes, on le sait assez tard. Cécile nous dit que c'est 2 jours avant les écrits. Je pense que c'est variable suivant les académies, Cécile, mais en tout cas, on n'a pas les chiffres tout de suite. Il y a des académies, c'était avant quand même, avant 2 jours avant l'année dernière. Oui, oui. Mais des fois, c'est quoi, 15 jours, 3 semaines avant, c'est pas… Ouais, c'est ça. voilà. Alors, je ne sais pas si, Robin, je te laisse la parole pour tout ce qui est financement, Oui, si tu en as parlé bien sûr. précédemment, non? Alors, c'est vrai que Mélina en a un petit peu parlé, mais je vais expliquer peut-être en prenant un petit peu plus de temps de quelle manière on accompagne les étudiants, au moins en termes de tarification et d'accompagnement, de formule. En fait. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment 2 types de personnes. Je pense que Mélina en a parlé. Il y a des étudiants qui se financent en partie chez nous avec leur cagnotte CPF et d'autres qui font appel à de l'autofinancement. Pour les personnes qui ont du CPF privé, sachez qu'on ne peut pas prendre en charge la préparation au CRPE entièrement. On peut prendre en charge une préparation au français à travers une préparation à une certification en langue française Le Robert, qui est très pertinente pour travailler le français au CRPE et qui inclut aussi des cours pour l'épreuve de français du CRPE. Mais vous devez autofinancer la préparation aux autres matières à hauteur de 1 500 €. Pour les étudiants qui sont en autofinancement complet, donc la préparation 2024 anticipée, qui commence d'ailleurs dans quelques jours, est à 2 710 €. Et puis pour les étudiants qui ne souhaitent préparer que les oraux chez nous, puisque notamment ils passeraient le concours en 2023, ils ont déjà travaillé les écrits, la préparation 100% oraux est à 990 €. Sachez 2 choses. Sachez que vous avez la possibilité de demander une réduction sur la partie autofinancement, que ce soit la préparation complète en autofinancement à 2 710 € ou alors sur le module complémentaire à 1 500 € si votre cagnotte CPF complète le reste. Je vous mets dans le chat le lien pour faire une demande de financement. Alors, ça prend un petit peu de temps de la faire parce qu'on est effectivement attentif aux bourses qu'on alloue. Mais je vous invite quand même à faire cette demande si vous pensez effectivement remplir quelques critères, puisque ça donne une aide quand même assez bienvenue pour pouvoir travailler aussi dans de bonnes conditions. Voilà. Merci à vous, Laura. Et je vous remets aussi, donc sachez que vous avez la possibilité de discuter un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus longtemps avec Mélina, par exemple, aussi, et que chacune de vos situations demande potentiellement qu'on s'y intéresse un petit peu plus longtemps qu'on a pu le faire, en tout cas de manière individuelle. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça permet aussi de voir avec vous peut-être les types de financement possibles, quelle formule aussi vous conviendrait le mieux, quand est-ce qu'il faudrait démarrer la préparation. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter. Est-ce que Oui, vous avez d'autres questions? Oui, pardon, Elsa. oui, non, c'était juste pour dire justement que pour toute question plus personnalisée, voilà, vous pouvez du coup contacter par mail à contact@vocation-crpe et tout. Vous avez également le numéro de téléphone. Généralement, voilà, vous aurez une réponse assez rapide. Parce que voilà, pour les situations individualisées, Mélina pourra y répondre plus précisément. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions? Est-ce que déjà, vous percevez un peu plus clairement les attendus des différentes épreuves des oraux?
J'espère qu'en tout cas, ça vous a été utile Voilà. pour voilà, bien voir ce qu'on attend de vous dans le cadre de ces différentes épreuves. N'hésitez pas effectivement à mettre dans le chat si vous avez quelques dernières questions. Sinon, on vous remercie. Il est déjà 20h15 de nous avoir suivis. Ah, il y aura une dernière question, Cécile, Alors, la effectivement. dernière question de Cécile, en fait, non, lors de l'épreuve de la question, vous ne vous présentez pas. Enfin, vous pouvez juste indiquer votre nom et prénom, mais de toute manière, on vérifie votre identité. En fait, quand vous arrivez, on vous demande votre convocation et votre carte d'identité. Mais en fait, non, il n'y a pas il y a pas de présentation. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander si vous avez de l'expérience, quelle est votre situation. Non, pas du tout. Et comme nous, jury, d'ailleurs, on se présente très rapidement, on donne notre nom, mais on ne donne pas forcément notre titre. On ne dit pas forcément si on est inspecteur, conseiller pédagogique, voilà. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de venir avec un chronomètre ou une montre à l'ancienne, pas trop numérique, parce qu'on n'a pas le droit à tout ce qui est connecté, on n'a pas le droit au téléphone portable. Alors oui, par contre, vous pourrez alors apporter le document complété sur Cyclades, oui, vous pourrez l'apporter, Lola. Mais ça aussi, attention, il y a des règles qui diffèrent d'une académie à l'autre. Voilà. Alors, non, on ne sait pas. Alors déjà, en fait, dans le premier degré, en fait, on n'est pas ni prof de français ni prof de maths, on est polyvalent. Et donc, non, on ne sait pas du tout d'où vous venez. Donc, non, ça reste un mystère pour nous. On est très focus que sur l'épreuve. C'est lors de l'entretien où vous allez vous dévoiler davantage, mais pas pour l'épreuve de la leçon. On vous remercie tous et toutes pour votre attention. Ouais. Il n'y a pas de professeur il peut y avoir des professeurs du second degré, mais en fait, vous ne saurez pas forcément qui est qui. Isabelle, Voilà. le niveau demandé pour ce concours me paraît très élevé. Alors, ça dépend forcément aussi de l'académie et de la concurrence qu'il y a. C'est un concours, effectivement, qui demande du travail, de l'organisation. On a déjà, nous, plusieurs dizaines d'étudiants qui commencent à travailler avec nous pour 2024. C'est vrai que c'est un concours qui demande de l'anticipation et du travail régulier, mais c'est aussi un niveau globalement Le niveau, de fin de collège. Ça se travaille. en fait, pour tout ce qui est oraux, on est jusqu'à du niveau vraiment CM2. Par contre, c'est vrai que ça demande des connaissances, Isabelle. Effectivement, là, vous m'avez entendu dire plein de mots que vous ne connaissez probablement peut-être pas, parce que, comme je disais, c'est un peu comme une langue à part, la didactique et la pédagogie. Mais en fait, à force de participer au cours, vous apprenez assez vite ce nouveau langage et ce n'est pas si difficile que ça. C'est juste qu'en fait, il faut effectivement découvrir et revisiter un peu la manière d'enseigner. Et c'est tout à fait accessible. Par contre, je pense sincèrement que le faire seul, c'est extrêmement compliqué, surtout pour les oraux. Voilà. Mais c'est tout à fait faisable, Isabelle. Et après, ce qui est très important, c'est votre motivation aussi pour pouvoir rentrer dans ce corps de métier. Voilà. Et puis, j'ajoute qu'un concours difficile, si tant est qu'il soit difficile, l'est pour tout le monde. Voilà. Et ça reste un concours. Exactement. Merci. On vous remercie à tous et à toutes pour votre participation et pour votre attention. Et puis, du coup, au plaisir de vous retrouver dans les rangs avec Vocation CRPE. Merci à tout le monde pour le moment qu'on a passé ensemble. J'espère que ça vous a été utile et que vous allez pouvoir capitaliser dessus. Et puis, effectivement, on a hâte peut-être d'évoquer avec vous tous vos projets de manière individuelle et peut-être aussi de vous retrouver en classe. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.